Lumière. 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 Luxeuil, petite commune de 6 700 habitants en Haute-Saône, était connue pour ses thermes et sa dentelle. Mais voilà qu'elle devient un passage incontournable pour les férus d'archéologie mérovingienne, avec la visite de l'Ecclésia. En effet, c'est un site qui présente l'une des plus fortes concentrations de sarcophages en France. On en compte 150. Sébastien Bully, archéologue CNRS, directeur adjoint du laboratoire Archéologie Terre Histoire Société, Artéis, a suivi le projet dès son origine et il en est l'un des maîtres d'œuvre. Il va partager avec nous cette belle aventure. Bonjour Sébastien. L'Ecclésia, c'est le projet d'une vie pour un archéologue. De la découverte à la mise en lumière auprès du grand public, il y a du chemin de parcouru et du travail. Pouvez-vous nous raconter la genèse de ce projet et votre implication? Alors, travail d'une vie, je ne sais pas, ou alors les archéologues ont plusieurs vies. En tout cas, c'est sûr que c'est un travail sur une longue durée, dans la mesure où ce projet sur l'Ecclésia a débuté en quelque sorte en 2008. Donc 2008, qui est la date de la première année, de la première campagne de fouilles programmées, et qui suivait déjà des sondages archéologiques que j'avais réalisés à Luxeuil en 2005. Donc 2008-2021, puisque l'Ecclésia, le centre d'interprétation archéologique de l'Ecclésia, a été inauguré tout récemment, au mois de juillet, le 10 juillet. Donc voilà, 2008-2021, donc c'est un projet qui a duré durant 13 ans. Donc ce projet, durant 13 ans, il s'est décomposé en plusieurs grandes phases. La première phase, bien évidemment, c'était les recherches à proprement parler, c'est-à-dire les fouilles archéologiques. Donc des fouilles archéologiques programmées, menées par mon laboratoire du CNRS Artéis à Dijon. C'est-à-dire que, et je le rappelle souvent, ce sont des fouilles archéologiques qui ont été mises en œuvre afin de répondre à des problématiques scientifiques, historiques, archéologiques, définies en amont. Il ne s'agissait pas ici de faire une fouille pour répondre à un projet d'aménagement urbain, c'est-à-dire en gros de faire une fouille préventive qui aurait consisté à fouiller avant la destruction des vestiges. Si nous avons fouillé à Luxeuil durant de longues années, sur un temps aussi long, c'est pour répondre à des questions en lien avec justement ce monastère de Luxeuil, qui, comme je le dis souvent, est une des très grandes abbayes d'Europe occidentale pour la période du Haut Moyen-Âge. Donc on n'est pas dans le cadre d'une recherche opportuniste, comme c'est parfois le cas en archéologie, ou tout du moins d'une recherche motivée par des travaux. C'est véritablement une recherche scientifique. Donc une grande phase de la recherche, à proprement parler, 2008-2010, qui ensuite va reprendre en 2015 à travers deux campagnes de fouilles, à nouveau. Et puis, entre-temps, en 2010, les vestiges archéologiques ont été classés au titre des monuments historiques, très rapidement élus comme institutions, se sont rendus compte de l'intérêt que présentaient ces vestiges, à la fois d'un point de vue scientifique, mais également patrimonial, d'où une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans un premier temps et un classement au titre des monuments historiques dans un second temps, en 2010. Et puis, c'est à peu près dans la même période où les élus de Luxeuil, appuyant cela par la Direction régionale des affaires culturelles, donc le ministère de la Culture, ont commencé à songer au devenir de ces vestiges. Voilà, c'était une fouille en plein centre-ville, c'est un parking qui a été sacrifié. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'on rouche la fouille et on refait un parking, ou est-ce qu'au contraire, on essaye de répondre un petit peu à l'intérêt et à l'enthousiasme que les vestiges ont suscité en projetant d'aménager, de discuter un projet de mise en valeur. Et c'est ce choix qui a été fait par les élus de Luxeuil. Je tiens à le souligner parce que c'est un choix politique, il faut le dire, qui était extrêmement audacieux, qui est très courageux pour une petite municipalité, une petite collectivité de moins de 7000 habitants, que de prendre en considération que ces vestiges archéologiques présentaient un intérêt scientifique, patrimonial, et on en discutera peut-être à plus long terme, un intérêt économique. Et donc là où souvent l'archéologie est considérée comme une gêne, finalement, un empêcheur de tourner en rond, pour dire les choses clairement, l'archéologie était vue comme un atout par cette collectivité de Luxeuil. Et à partir de là, il y a eu un concours, une étude de programmation qui a abouti au lancement d'un concours d'architectes en 2014, qui a permis de sélectionner un cabinet
d'un consortium de 2 architectes, Michel Mercotti et Pascal Prunet, avec muséographes et scénographes. Et depuis 2014, entre 2014 et 2018, ont été engagés et validés des différents projets, un avant-projet définitif, avant-projet sommaire, etc., pour un démarrage du chantier de construction de ce qui est devenu aujourd'hui l'Ecclésia, donc un centre d'interprétation archéologique, donc un chantier qui a débuté en 2018. Et comme je l'ai souligné il y a quelques minutes, chantier qui a ouvert, le centre d'interprétation qui a été ouvert au public en mai de cette année, après différents reports, évidemment, au contexte sanitaire, et un site qui a été inauguré donc, au mois de juillet 2021. Voilà, donc des très, très grandes étapes entre la première fouille en 2008 et l'inauguration au mois de juillet 2021. Pourquoi avoir choisi le nom Ecclésia? Alors, l'Ecclésia, c'est un nom qui vient du grec, qui veut dire l'assemblée. L'assemblée, c'était le souhait de la ville de Luxeuil de désigner ce centre d'interprétation comme un lieu de réunion de la population, à la fois la population locale, les habitants de Luxeuil, mais également les curistes, également les visiteurs. Et puis ce terme d'assemblée qui nous vient du grec va être repris pour désigner l'ecclésia, l'église, à la fois l'église au sens institutionnel, mais ce qui nous intéresse ici, l'église au sens architectural, puisque les vestiges, les principaux vestiges gravitent autour d'une ancienne église Saint-Martin, qui était une église du monastère. Dans ce projet, quel a été votre travail en tant qu'archéologue? C'est un travail qui était tout à fait, je dirais, passionnant, tout en étant un petit peu en marge de ce que l'on peut faire habituellement du travail de chercheur, du travail d'archéologue au CNRS, puisque c'est un positionnement entre, comment dire, en quelque sorte, une forme d'assistance scientifique et technique à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire conseiller la municipalité sur des choix à opérer, en termes d'aménagement, en termes de mise en valeur. Et puis, c'est également une place de maître d'œuvre aux côtés des architectes, aux côtés du scénographe. Donc, très rapidement, au-delà de ma participation, donc, comme archéologue, à un comité de pilotage qui a été mis en place par la municipalité et qui associait les différents acteurs de ce projet, soit les acteurs locaux ou institutionnels, la région, le département, les collectivités, le ministère de la Culture. Assez rapidement, la municipalité m'a accordé sa confiance pour être partie prenante des choix décisifs en termes de conseils, des choix décisifs pour de savoir qu'est-ce que l'on allait montrer, comment est-ce qu'on allait le montrer, quelle était l'emprise du projet, est-ce qu'on montrait tous les vestiges, est-ce qu'on en montrait seulement une partie. Donc ça, c'était un des gros travaux au moment de la préparation. Et puis ensuite, l'intervention, un accompagnement, je dirais, quasi quotidien, pas tout à fait, mais quasi quotidien, en fonction des différentes phases opérationnelles sur le chantier de construction. Une part importante de mon activité au moment de ce chantier a été l'accompagnement donc, des différents travaux, notamment du creusement. Tout ce qui concernait le creusement pour les pieux, pour les longrines, et puis en quelque sorte accompagner les entreprises pour les guider dans ce qu'elles pouvaient faire ou ne pas faire sur les vestiges, puisqu'ils sont des vestiges qui sont fragiles, qui sont sensibles. Il ne s'agissait pas de marcher n'importe où, il ne s'agissait pas non plus de faire n'importe quoi, et donc de définir avec eux en gros des bonnes pratiques à conduire sur ce type de chantier un petit peu particulier. Et puis une autre partie importante, c'est ce qui m'a occupé ces derniers mois, a été véritablement d'accompagner l'entreprise les restaurateurs des vestiges, donc ils étaient 3. Ils ont travaillé principalement sur les sarcophages, sur les murs, sur les sols. Et ça, c'était quelque chose de très intensif, tout à fait intéressant, qui était de restaurer ces vestiges en quelque sorte pour les rendre lisibles au grand public sans pour autant gommer ce qui faisait la particularité ce qui fait la particularité d'un chantier archéologique, c'est-à-dire qu'il s'agit de ruines. Voilà. Donc, on a travaillé comme sur un grand tableau, une peinture, en essayant de gommer les aspérités, en faisant des petites retouches un peu ponctuelles pour donner une forme d'homogénéité à l'ensemble et pour rendre ces vestiges lisibles pour les futurs visiteurs. Donc ça, c'est des choix qui ont été opérés notamment avec Pascal Prunet, qui est l'architecte des monuments historiques, qui avait en charge cette partie du chantier. C'est des choix qui ont été validés par la DRAC, le ministère de la Culture, où on a par exemple choisi de restaurer refaire en quelque sorte les sarcophages qui, par exemple, avaient été perturbés par des travaux contemporains, notamment des tranchées de réseau.
l'eau, l'électricité, où les tranchées passaient, coupaient les sarcophages. Il ne s'agissait pas de sanctuariser ces dégradations dans le cadre du centre d'interprétation, mais au contraire de les gommer, pas interpeller le visiteur par rapport à ça. Le troisième volet de mon activité sur ce dossier a été la conception avec une équipe de muséographie, scénographie, et de tout ce qui était justement muséographie, scénographie, à la fois en fournissant des documents, en rédigeant les textes, en accompagnant les illustrateurs, les dessins, les informaticiens pour des restitutions 3D, etc. Et en procédant à des choix justement de muséographie pour partir d'une documentation qui est évidemment extrêmement importante, extrêmement dense, et arriver à la synthétiser à travers des outils de médiation pour, une fois de plus, que ces vestiges archéologiques qui sont complexes, qui le sont pour des spécialistes, pour des archéologues, deviennent un tant soit peu le maximum, on va dire, compréhensible pour des visiteurs qui ne sont pas familiers de ce genre de site. De quel autre spécialiste, expert vous êtes-vous entouré pour mener cette recherche de longue haleine? Au moment de la fouille, donc ces 4 longues campagnes de fouilles programmées entre 2008 et 2015, donc nous avons fait appel, évidemment, l'archéologie est un travail d'équipe qui fait appel à plusieurs spécialités. On est sur une église funéraire, la basilique funéraire Saint-Martin, d'origine paleo-chrétienne, et comme son nom l'indique, donc il y avait énormément d'inhumations. À partir de là, il était absolument nécessaire d'avoir une spécialiste d'anthropologie, c'est-à-dire quelqu'un qui allait étudier plus précisément les squelettes. Alors pourquoi? Tout simplement pour essayer de déterminer un petit peu, d'avoir une image de cette population ou de ces populations qui étaient inhumées à Saint-Martin et de croiser l'étude anthropologique avec l'étude archéologique, stratigraphique, historique pour déterminer à quel type de population on avait affaire et quelle était l'image de cette population. En gros, de savoir à quel moment est-ce qu'on pouvait être en présence d'une population monastique ou d'une population paroissiale, entre guillemets. Et puis les autres spécialités, évidemment, sont celles que l'on rencontre habituellement sur l'ensemble des fouilles archéologiques, à savoir des personnes, des céramologues, donc qui étudient plus précisément la céramique, pour notamment en avoir donné des éléments de datation, ou procéder, connaître un petit peu les échanges. Et puis, il y a des personnes qui sont là pour faire les relevés archéologiques, pour faire les photos, pour établir la topographie. On a également des spécialistes du petit mobilier, donc de tous ces petits objets en fer ou en os que l'on trouve, des spécialistes du verre. Et puis, sur une problématique comme celle de l'abbaye de Luxeuil, il est absolument nécessaire d'engager un discours, un dialogue constant avec des historiens, donc historiens des sources écrites, contrairement à l'archéologue qui est un historien des sources matérielles. Donc voilà, des personnes qui travaillaient sur des sources d'archives, en lien, qui relataient plutôt les phases tardives de cette église, ou d'autres, parfois les mêmes, historiens qui travaillaient sur des problématiques plus générales sur l'abbaye de Luxeuil et le monachisme colombanien, puisque le fondateur de Luxeuil est un abbé irlandais, d'origine irlandaise, qui s'appelait Colomban. Pouvez-vous nous en dire plus sur les sarcophages? Qui était dans ces sarcophages? De quelle période datent-ils? Comment étaient-ils disposés? Concernant les sarcophages, justement, un des grands acquis de cette fouille, à la fois donc la fouille archéologique à proprement parler, l'étude des sarcophages et l'étude anthropologique des individus qui étaient inhumés à l'intérieur des sarcophages, nous avons pu déterminer que les sarcophages, on va dire d'époque mérovingienne, établis dans cette nécropole qui s'est développée au chevet de l'église, c'est-à-dire à l'extérieur, appartenaient à des moines. Donc là, on est en présence de la toute première génération des moines de Luxeuil. Certains peut-être avaient même connu Colomban, donc de moines du 7e siècle. Ce qui est tout à fait remarquable et qui nécessite également une spécialité de plus que j'ai omis tout à l'heure, c'est que un certain nombre de couvercles de ces sarcophages sont gravés du nom des personnages qui étaient inhumés à l'intérieur. Alors on a par exemple un moine qui s'appelait Sigofrido, voilà, Siegfried. Et puis les autres noms sont un peu plus difficiles à lire parce qu'il s'agit pour la plupart d'abréviations. Alors l'étude des sarcophages, évidemment, a été une part importante des recherches qui ont été menées sur ce site.
dans la mesure où, sur les quelques 700 mètres carrés de la fouille, je rappelle, c'est une fouille qui est en plein centre-ville. Avant, c'était un parking sur lequel se déroulait le marché le samedi matin. Et immédiatement sous le goudron sont apparus ces sarcophages, certains très abîmés, d'autres entièrement conservés. Et surtout, c'est avec une grande densité, puisque c'est près de 150 sarcophages qui ont été inventoriés. Puis il faut imaginer qu'il y en avait peut-être le double, sinon le triple, puisqu'évidemment la nécropole s'est développée bien au-delà de l'emprise de la fouille. Et donc ces sarcophages ont fait l'objet d'une étude particulière, les inscriptions sur les couvercles, je l'ai dit, mais également une étude en gros typologique, c'est-à-dire essayer de déterminer en fonction de leur forme, des matériaux qui ont été employés, calcaire ou grès, quel type de calcaire, quel type de grès, essayer de déterminer la chronologie et leur provenance. Et c'est la raison pour laquelle, durant cette même fouille, on a découvert la carrière à quelques kilomètres du Luxeuil, le lieu-dit de Saint-Valbert, une carrière d'où provenait probablement un très grand nombre des sarcophages mis en œuvre à l'église Saint-Martin de Luxeuil. Ah, de vous écouter, ça donne vraiment envie de venir visiter ce site archéologique. Alors, dites-moi, quels sont vos projets futurs? Il s'agit déjà maintenant d'exploiter un petit peu toute cette masse documentaire d'informations que l'on a accumulée durant toutes ces années, à travers ce qui deviendra, je l'espère, nous l'espérons, l'équipe, une publication monographique de ces résultats, qui jusqu'à présent ont été diffusés à travers des articles scientifiques ou de vulgarisation, mais il reste un travail de monographie à faire. Et puis, dans le même temps, je dirige avec des collègues une ANR qui porte sur un tout autre espace, qui porte sur l'espace croate, puisque tout un pan de mon activité se déroule en Croatie, toujours sur des problématiques religieuses, monastiques du premier millénaire. Voilà, ça c'est une grosse partie qui va durer jusqu'en 2024. Et puis ensuite, avec ma principale collègue, qui se trouve par ailleurs être mon épouse, qui est enseignante à l'Université de Franche-Comté, qui participe à ce projet d'ANR en Croatie, nous souhaitons revenir sur d'autres problématiques archéologiques, historiques, toujours en Bourgogne-Franche-Comté, cette fois-ci dans les montagnes du Jura, où, comme Luxeuil, qui est un phénomène monastique extrêmement important à l'échelle d'Europe occidentale, on a un autre phénomène monastique de l'Antiquité tardive dans les montagnes du Jura, à travers un groupe de personnages qui s'appelle les Pères du Jura, qui sont à l'origine de fondations de monastères parmi les plus anciens de France et par là même d'Europe. Donc on voudrait, dans les années à venir, travailler sur ces monastères jurassiens. Voilà, dans les grandes lignes. Oui, il y a du pain sur la planche, hein. Là, ça a l'air d'être un beau programme, passionnant en tout cas. Alors, Absolument. une petite question subsidiaire. Alors, vous êtes spécialiste en archéologie monastique et religieuse du premier millénaire, d'architecture romane et d'archéologie du bâti et des matériaux. C'est un parcours quand même très complet. Quel a été votre parcours et qu'est-ce qui vous a conduit à celui-ci? Est-ce que vous êtes tombé dans l'archéologie, dans la marmite d'archéologie quand vous étiez petit ou c'est venu tard? Alors, c'est une question qui est toujours difficile à répondre. Alors, mon parcours, il est tout à fait classique, hein. Après le bac, j'ai suivi des études d'histoire de l'art et d'archéologie en licence à l'Université de Lyon. Et puis ensuite, je suis jurassien. Ensuite, j'ai fait une maîtrise, un DEA à l'époque, et ensuite une thèse, hein, que j'ai soutenue en 2008 à l'Université de Franche-Comté, toujours en histoire de l'art et en archéologie médiévale. Et il se trouve que ma thèse portait justement sur l'un de ces monastères jurassiens, sur lequel nous aimerions retravailler à nouveau, qui est la ville de Condat. Aujourd'hui, c'est la ville de Saint-Claude. D'accord. Par ailleurs, il se trouve que ces monastères jurassiens font partie, on va dire, de mon paysage mental, puisque je suis originaire de cette région. Et c'est vraisemblablement ces monastères jurassiens qui sont à l'origine de cette passion pour le monachisme précoce.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous diriez à des enfants qui s'intéressent à l'archéologie? Par exemple, là, avec, Ecclesia, il va y avoir, je pense, pour les classes, locales et puis, de la région, des visites qui seront organisées. Quel message vous voulez faire passer, aux jeunes générations? Que le métier d'archéologue est pluriel, c'est-à-dire que on parle d'archéologue et c'est un terme qui est assez générique et qui recouvre plusieurs réalités. Et il faut avoir conscience de ces diverses réalités, c'est-à-dire qu'un archéologue est un chercheur au CNRS, c'est un enseignant à l'université, c'est un archéologue qui travaille sur le terrain, qui procède à des fouilles préventives. C'est également quelqu'un qui est spécialiste de céramique, qui peut être spécialiste des pollens, qui peut être spécialiste d'anthropologie. Voilà. Et donc, il faut bien essayer de déterminer un enfant, un jeune étudiant, déterminer ce qui l'intéresse. Et puis ensuite, d'avoir en tête que c'est des disciplines qui sont malgré tout pas faciles en termes de débouchés et qu'il faut tout de même suivre une formation universitaire au moins jusqu'en master. Il ne faut pas se décourager, il faut considérer qu'on commence petitement, la plupart du temps, par des contrats, et au fur et à mesure, on acquiert une expérience qui permet ensuite de prétendre postuler à des différents emplois. Voilà. Et l'archéologie, voilà, pour des plus jeunes enfants, ça demande de faire des études. Donc, pour faire des études, il faut suivre les différentes étapes, il n'y a pas de miracle. Je vous remercie. Alors, je vous remercie Sébastien pour ce moment de partage très intéressant et enrichissant. Alors désormais, Luxeuil ne sera plus uniquement un passage sur la carte où on va visiter une abbaye, mais il y a ça va devenir une étape incontournable de la culture scientifique et nous en ferons la promotion, bien entendu. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.